très grande joie de voir un jeune Africain, NG Ayouk, le président de la Chambre africaine d'énergie, président d'énergie Capital and Power aussi. Il est du Cameroun, d'Afrique centrale, mais plutôt anglophone, de culture. Réussir un tel pari. C'est un premier essai qui, pour moi, est très réussi. Organiser ici à Paris une conférence sur l'énergie, une conférence sur l'investissement dans l'énergie en Afrique. Le même NGIU organise depuis quelque temps à Cape Town une conférence sur l'énergie qui s'appelle Africa Energy Week. Mais il organise aussi beaucoup d'autres conférences. En général, c'est plutôt dans un milieu anglophone. Et cette fois-ci, il l'a fait au cœur de la francophonie, la capitale de la francophonie ici à Paris. Et on ne peut que le féliciter et applaudir des deux mains. Il est très engagé sur les questions de l'énergie. Il a écrit des livres qui sont des best-sellers. Il a raison, parce que la question de l'énergie est probablement une des questions clés du développement. On ne peut pas imaginer développer un pays sans énergie. Et assez curieusement, alors que l'Afrique regorge de ressources énergétiques, mais quelle que soit la nature de l'énergie, aussi bien ressources hydroélectriques avec plusieurs grands bassins hydrologiques, le plus grand, c'est celui du Congo, évidemment, mais il y en a plusieurs autres, en Guinée, au Mozambique, et là-bas sur le Nil, avec les deux grands barrages, l'ancien barrage d'Assouan, puis le barrage dit de la Renaissance qui a été construit par l'Éthiopie, sous l'instigation du Premier ministre Meles Zenawi, d'heureuse mémoire. Et donc, sur le plan hydroélectrique, nous avons plus qu'il n'en faut pour l'Afrique, et nous en avons suffisamment même pour alimenter en électricité d'autres continents, l'Europe par exemple. Au niveau solaire, c'est la même chose. Au niveau éolien, c'est la même chose. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons aussi des ressources en hydrocarbures liquides, source d'énergie bien sûr, et maintenant de plus en plus hydrocarbures gazeux. Il y a tous les jours des découvertes nouvelles de champs gaziers, et il y a tous les jours de nouveaux pays africains qui entrent dans le cercle des pays producteurs et d'huile et de gaz. Et donc on a tout ce qu'il faut pour avoir cette énergie si chère au développement, cette énergie indispensable pour améliorer les conditions de vie de nos populations, pour les amener à la modernité, à un mieux-être. Et curieusement, nous en manquons. La carte du monde avec comme indicateur l'accès à l'électricité montre toujours une Afrique qui est très sombre, qui est très très sombre. Et d'ailleurs, les photos satellites qui confirment cela, quand ils ont des points lumineux, il s'agit en fait des torchères qu'il y a dans le golfe de Guinée, notamment, et qui éclairent l'Afrique. Ça n'est pas acceptable. Donc oui, nous avons besoin d'investir en urgence dans l'énergie, non seulement pour mettre un terme à la pauvreté énergétique dont souffre encore l'Afrique, les fameux 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, les fameux 900 millions qui n'ont pas accès à du gaz propre, pour la cuisson notamment. Mais nous en avons besoin pour nous développer, pour que nous soyons capables d'industrialiser l'Afrique, capables de valoriser toutes nos ressources naturelles, elles sont nombreuses, en les transformant sur place, en leur donnant de la valeur ajoutée, en créant de la richesse additionnelle, en créant des emplois, en créant des entrepreneurs africains, en créant des grands capitaines d'industrie africains, et permettre à l'Afrique de jouir totalement de tout le potentiel dont elle dispose. Et l'énergie est clairement sur le chemin critique pour arriver à cet objectif. Et donc des conférences ou des forats comme celui qu'il y a eu ici, nous devrions en avoir autant qu'il faudra, tant que nous n'avons pas réussi à créer les conditions d'un développement énergétique adéquat. Donc, pour ce qui concerne mon pays, c'est une confirmation de ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons, d'où tous les efforts que nous apportons dans le domaine de l'énergie, d'où la politique que nous menons pour accélérer le développement énergétique chez nous.
pas seulement pour nous, mais aussi pour la sous-région. C'est le chiffre par excellence que l'on donne pour le pétrole. Et le gaz, c'est à peu près 1,6 milliard de barils de réserve encore aujourd'hui pour le pétrole. Pour le gaz, on parle de 90 mètres cubes de réserve. C'est pas mal pour un petit pays comme le Congo. Et en termes de production, nous sommes aujourd'hui pas très loin de 300 000 barils par jour, ce qui nous place en 3e position en Afrique subsaharienne. Et avec tous les travaux qui sont faits, nous ne désespérons pas d'atteindre les 400-450 barils jour, notamment grâce au gaz, puisque on peut convertir la production de gaz en tonnes d'équivalent pétrole. Et donc, on devrait, d'ici 4-5 ans maximum, dépasser allègrement les 400 000 barils jour. Pour le gaz, le produit qui va le mieux représenter notre engagement dans le gaz, c'est le gaz naturel liquéfié. Nous allons, dans une première phase, on produit 600 000 tonnes par an. Ça va démarrer avant la fin de l'année. Et en 2025, on passera à 3 millions de tonnes par an. Là aussi, ça devrait nous placer dans les 5 premiers exportateurs de GNL en Afrique subsaharienne. Ce projet a démarré à la fin de l'année dernière avec tous les travaux d'amélioration des capacités des installations existantes. On avait notamment une unité de pré-traitement à terre, ça s'appelle l'Itchinjili. Donc cette unité va être upgradée, c'est-à-dire qu'on va améliorer à la fois sa capacité nominale pour recevoir plus de gaz et aussi la qualité du pré-traitement. C'est la première chose qui a été faite. La deuxième qui a été engagée, c'est tous les travaux de forage de puits. Il faut désormais produire davantage de gaz, donc il y a 2 champs en mer sur un pays qui s'appelle Marine 12. Les 2 champs s'appellent Néné et Litchinjili. Donc il y a une quarantaine de puits qui sont en cours de forage aujourd'hui, 7 plateformes qui sont en cours de construction et d'implantation. C'est avec ça qu'on va démarrer la première phase, ainsi qu'avec le gaz du champ de Bundi qui est à terre. Et ce gaz était utilisé jusqu'à présent uniquement pour fournir l'électricité à la centrale à gaz qui est à Pointe-Noire et qui contribue à 70% à la production nationale d'électricité. Donc ce gaz de Bundi va aussi être traité à Litchinjili avec le gaz venant de mer. Et ensuite, de centre de pré-traitement à terre, ce gaz sera ramené en mer sur un bateau sur lequel sera exécutée la liquéfaction pour produire du gaz naturel liquéfié. Le bateau a été acheté par Eni. Il est en cours de transformation, de configuration pour pouvoir faire cette liquéfaction. Mais surtout pour s'adapter à cette fonction, non pas de voguer, mais plutôt de rester en place. Rester en place, ils seront en mer. Et donc, il y a des problèmes d'ancrage spécifiques, il faut une stabilité pour que le traitement ne soit pas affecté. Bon, ils travaillent dessus. Et tout cela devrait conduire donc à un début d'exportation au mois d'octobre. Si tout va bien, c'est la première phase, 600 000 tonnes par an. Pendant ce temps, on va continuer à fourrer les puits, on va continuer à implanter les plateformes, de façon à augmenter la production de gaz. On commande un autre bateau plus grand, 4 fois plus grand à peu près, qui est en construction en Chine. Un deuxième qui va servir de stocker. Ces 2 bateaux seront donc implantés au courant de l'année 2024, si les plannings sont respectés, pour un début de 2e phase en 2025. Et une production de 3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié. Voilà le planning. Mais en même temps, Eni continue à faire de l'exploration. Et c'est la première fois qu'au Congo, depuis longtemps je pense, l'exploration pour le gaz date d'avant l'indépendance. On a commencé à produire du gaz au Congo en 1956. Et en 1956 et 1960 environ, on cherchait le gaz. Ensuite, on s'est mis à chercher le pétrole. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, Eni a foré un puits d'exploration pour chercher le gaz. Et c'est un succès. Mais je ne peux pas en dire davantage parce que
la communication sur ces découvertes. Et non, est réservé à Eni, c'est eux qui ont la primeur, et donc ils donneront les détails, mais je peux vous dire que c'est une découverte de gaz. Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet de garantir la production future de gaz de façon à prolonger la vie de ce projet qu'on pense pouvoir voir vivre jusqu'à l'année 2040 à peu près. Donc un plateau qui durerait environ 25 ans. Il n'est pas question qu'on s'arrête à ce seul projet. Nous travaillons pour que tous ceux qui interviennent dans la production de pétrole soient des acteurs de la variation du gaz, notamment du gaz associé qui est torché. Donc on a pris un décret en 2007, on l'a renforcé en 2022, pour que ceux qui torchent le gaz soient sévèrement sanctionnés, notamment sanctionnés sur le plan financier. Donc on espère que d'autres vont emboîter le pas à Eni, et en effet, nous sommes en discussion avec une autre société, notamment une société chinoise, Winghua, qui en ce moment torche beaucoup de gaz associé, et qui nous a déjà présenté un projet de valorisation de ce gaz qui est torché, c'est-à-dire un projet pour que ce gaz puisse être utilisé pour générer l'énergie, pour eux-mêmes et pour les populations, pour faire du GPL, du butane notamment, pour alimenter une centrale à gaz qui n'est pas très loin de leurs installations, et éventuellement de faire aussi du gaz naturel liquéfié. Mais nous avons fait élaborer par la SNPC, qui s'est appuyée sur le cabinet Wood Mackenzie, un cabinet très bien connu, on a fait élaborer un gaz master plan. Ce gaz master plan propose le schéma par lequel tout le gaz produit au Congo, qu'il soit associé ou que ce soit naturel, devrait pouvoir être valorisé pour se transformer dans tous les usages que j'ai déjà cités, auxquels on pourrait ajouter la production de fertilisants. Donc, l'idée serait que tout ce qui est torché aujourd'hui soit collecté à travers des pipes, soit agrégé dans un centre de stockage et ensuite soit transformé. Et ainsi, nous aurions réellement zéro flaring au Congo, sauf ce qu'on appelle le torchage de routine, c'est-à-dire torchage de sécurité qu'on doit quand même garder sur les plateformes parce que sinon, on ne sait plus du tout où passe ce gaz. Donc, on espère que ce gaz master plan, adossé au code gazier sur lequel nous travaillons, permettra à tous les pétroliers de nous produire du gaz additionnel par rapport à ce que Eni va faire et qui est déjà à peu près certain. Donc la question du marché local elle se posera pas seulement avec le gaz d'Eni, mais avec l'ensemble du gaz qui sera ainsi valorisé. Mais, deuxième chose avant de répondre à votre question, il faut, avant de parler du marché domestique et du bénéfice de ces projets, de ce projet en particulier pour les populations, il faut quand même insister sur le fait que 5 milliards de dollars injectés dans une économie, ça a beaucoup d'impact. Ça devrait se traduire par des revenus supplémentaires pour le pays, donc pour les populations. Ça devrait se traduire par des emplois pour les populations. Ça devrait se traduire par une économie, un écosystème autour du gaz qui va se créer avec des sous-traitants, avec des services, le compte content qui sera très très important. Donc les populations bénéficieront de tout cela. Il devrait se traduire par un besoin de ressources humaines, donc il devrait y avoir beaucoup de formation, de renforcement de capacité qui accompagne ce projet. Ça a déjà commencé. Enfin, oui, il y a la question du marché local. Je vous ai dit que le gaz, il sera utilisé dans son ensemble pour produire l'électricité, donc ça c'est au bénéfice du marché local. Il devrait être utilisé pour faire du butane, ça aussi c'est pour le marché local. Il devrait être utilisé pour alimenter les industries qui en ont besoin, qui ne peuvent fonctionner qu'avec le gaz. Par exemple, pour fabriquer la céramique, il faut du gaz et un certain nombre d'autres choses. Et enfin, il devrait être utilisé pour faire du gaz naturel liquéfié. Et c'est là que se pose le problème. Ce gaz naturel liquéfié est attendu par le monde entier, est attendu par l'Europe. Les sociétés ont une demande très très forte. Donc, pour ces sociétés, la cible principale, c'est évidemment de vendre à l'international. Et c'est une partie de ce gaz naturel liquéfié que nous voulons
qu'ils soient réservés en partie aux populations, au marché domestique. D'abord parce que ce gaz naturel liquéfié, nous pouvons le transporter partout dans le pays. Et grâce à ça, on peut alimenter non seulement les industries qui en ont besoin, mais surtout, on peut l'utiliser pour faire de la génération d'électricité partout dans le pays. Le gaz naturel liquéfié est assez stable. On peut le transformer par train, par truck, des gros camions, et donc l'emmener même au nord du pays, à l'est, à l'ouest, pour aller là-bas résoudre les problèmes d'électricité. Nous discutons de la part de ce GNL qui doit être réservé pour le marché domestique. Dans le CPP que nous avons signé, nous n'avons pas fixé le niveau. C'était prématuré. Nous devions continuer à travailler sur les économiques, sur le modèle économique. Les discussions sont en cours, mais dans le code gazier, probablement nous fixerons les règles. Je ne peux pas vous dire encore lesquelles. Évidemment, il faut qu'on s'assure que ces règles soient tout à fait acceptables et compatibles avec les impératifs des compagnies. Et il faut qu'elles puissent gagner de l'argent. Parce que, évidemment, le gaz livré au marché domestique, nous allons tout faire pour qu'il ne soit pas vendu au prix international. Parce qu'aujourd'hui, le gaz, les prix ont explosé. Si c'est à ces prix-là qu'on vend sur le marché domestique, et c'est avec ça qu'on fait l'électricité, elle sera trop chère. Si c'est avec ça, éventuellement, qu'on fait du butane, pour les populations, ce sera trop cher. Donc, c'est pour ça que c'est assez délicat, parce que nous allons demander aux compagnies d'accepter, d'accorder un prix préférentiel, donc plus bas pour le marché domestique. On a plusieurs sortes d'énergie qui sont disponibles au Congo. L'hydroélectricité, je l'ai dit, nous avons un potentiel de 28 000 MW. Et aujourd'hui, nous produisons, je vais faire rapidement le calcul, nous produisons 70 et 120, ça fait 190, et puis 18, arrondissons à 20, environ 200 MW, sur un potentiel de 28 000. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à environ 2000 MW avec l'hydroélectricité. Avec le gaz, nous avons la même ambition. Nous produisons 400 MW aujourd'hui, 484 MW pour être précis. Nous devrions porter cette production rapidement à 1000 MW avec une seule centrale. Mais l'ensemble des projets de centrales à gaz nous permettent d'avoir une ambition de 2000 MW aussi. Et donc, avec ces deux sources d'énergie, on devrait arriver à 4000 MW. Nous pensons qu'avec les autres sources d'énergie, solaires notamment, avec certains projets qui sont déjà en discussion, avec des partenaires privés et des partenaires pétroliers, on peut imaginer un avenir de l'ordre de 5000 à 6000 MW de production nationale pour une consommation aujourd'hui qui n'excède pas les 1000 MW, mais ça correspond à un taux d'accès qui n'est pas encore de 100%. Donc si on va arriver à un taux d'accès de 100% et en plus apporter l'électricité à tous les projets économiques qui existent, et il y en a beaucoup, nous avions recensé à l'époque environ 2000 MW de demande rien que de la part du secteur minier, aussi bien dans la partie sud du pays que dans la partie nord. 5000 MW, ça nous paraît être un minimum, surtout que nous avons signé des accords, je l'ai dit, avec la RDC et l'Angola pour que la production d'électricité à partir du gaz puisse être acheminée dans ces deux pays. En Angola, c'est surtout le Kabila qui est voisin, et la RDC, ça irait jusqu'au Canada. Donc, le mix énergétique qui devrait être composé dans notre pays, principalement d'énergie hydroélectrique et d'énergie provenant du gaz, plus le solaire qui devrait venir compléter cela. Mais avec le gaz, nous pensons que le potentiel réel des productions, j'ai parlé de 2000 MW, devrait dépasser les 2000 MW si c'est notre volonté. Et il faut que nous trouvions ce fameux accord sur le marché domestique. Ça permettrait de booster la production d'électricité à partir du gaz. Et nous fondons aussi beaucoup d'espoir sur l'idée du gaz master plan, je vous l'ai dit, de collecter tout le gaz torché, parce que ce gaz torché qui n'est pas valorisé, qui n'est pas commercialisé, qui donc n'a aucune valeur monétaire, appartient à l'État. Et donc nous allons collecter ce gaz à travers un réseau de pipeline. Il faut le comprimer un peu pour lui donner un peu d'énergie et l'envoyer dans des centres de stockage.
Nous allons travailler à trouver des partenaires. Nous sommes déjà en discussion quelques-uns avec lesquels nous allons gérer ça. Et ce gaz-là, il sera entièrement dédié au marché domestique. Et donc avec ça, j'espère que nous pourrons assurer cette production d'électricité additionnelle chaque fois que ce sera nécessaire, sans avoir à aller négocier avec les ogres, permettez-moi l'expression, pétroliers. Et nous pourrons même le commercialiser à bon prix, puisque, encore une fois, il nous appartient. Évidemment, si on a un partenaire privé qui nous aide à faire tout ça, il aura fait des investissements, on va s'assurer quand même qu'il puisse récupérer son investissement, qu'il ait un peu de rentabilité, bien sûr, sinon il ne le fera pas. Mais nous aurons la maîtrise du prix, qui sera le coût de revient réel, et la référence ne devrait pas être le prix du marché international, puisque ce sera quelque chose qui sera sous contrôle total de l'État. On fonde beaucoup d'espoir à cette partie-là de la stratégie de développement du gaz.